Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce débat, ce grand débat organisé à l'occasion des Trophées Logement et Territoire. Catherine Boquet, nous allons animer cette table ronde sur un thème qui est peut-être général, mais extrêmement d'actualité, construire mieux et construire plus aujourd'hui. Et alors cette table ronde, on se le disait tout à l'heure, Catherine, on n'aurait pas pu la faire il y a 10 ans. Si, sur ce sujet, c'est évident. Mais cette année, avec des intervenantes de cette qualité, il y a 10 ans, dans le monde du logement, il n'y avait pas de femmes à ce niveau de compétences, peut-être à ce niveau de compétences, mais à ce niveau de fonction, certainement pas. Avec des intervenantes, effectivement, ça aurait été très difficile. Voilà. Et donc, la parité n'est pas tout à fait respectée, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes, et moi, je m'en réjouis. En tant que patron d'Imoweek, si j'ose dire, et aussi bonne fille, c'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il faut. Alors, Catherine, moi, je vais vous présenter les intervenantes. Oui, absolument, les intervenantes et intervenants. Oui. Donc, à ma droite, Caroline Delgado-Rodos, qui est directrice générale de REI Habitat. Christelle Villotte, directrice résidentielle et santé chez Cushman & Wakefield, le conseil. Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement. André Hichet, l'exception de cette table. Mais c'est notre grand témoin. Voilà, président du conseil de surveillance de CDC Habitat. Karine Julien Elkaïm. Alors, vous êtes présidente du directoire de Logirep et du comité exécutif de Polylogis. Et Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement et présidente de l'Union sociale pour l'habitat, Union HLM. Alors, pour introduire ces débats, on a un grand témoin et donc on se tourne vers André Hichet. Cette question construire mieux, construire plus, comment le faire? Que vous aspire-t-elle? Eh bien, mon cher Pascal, le premier point, comme vous le disiez d'ailleurs, c'est que cette question aurait pu émerger probablement il y a 10 ans. Et si on avait voulu aller au bout de l'audace, on aurait dit comment construire plus, comment construire mieux et comment construire moins cher. Voilà. Et ainsi, nous aurions retrouvé un des thèmes favoris de ce genre de tableau. Alors, comme vous le disiez, il y a une question de fond dans cette affaire-là, qui est de replacer cette interrogation, ce questionnement, dans le contexte actuel. Le contexte actuel, 2020-2021, les choses ont changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que nous sommes toujours, évidemment, dans le cadre de la pandémie, avec toutes les mesures de restriction qui la caractérisent. Ce qui explique nos masques à cet instant. Ce qui explique nos masques et le fait que, ma foi, nous nous trouvons effectivement dans une situation bien particulière. Entre 2020 et 2021, ce qui a profondément changé, c'est que nous sommes passés fondamentalement, à l'échelle de l'ensemble de l'habitat, d'une crise de la demande à une crise de l'offre. C'est ça, la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est que il y a moins d'opérations, en particulier d'opérations d'ensemble, qui sont actuellement sur le marché. Et finalement, probablement, le facteur limitatif de l'activité, de la production, y compris de la production de logements sociaux, c'est effectivement l'insuffisance de programmes qui démarrent. Et un des très grands promoteurs de la place me disait encore récemment qu'actuellement, il y avait 7000 permis de construire qui étaient actuellement gelés, en cours de réexamen, en cours de révision, bref, qui limitaient sa production. Alors, j'ai rapproché cet élément-là, dont on peut caractériser l'origine en parlant de malthusianisme au niveau des collectivités territoriales. Et quand je parle de malthusianisme au niveau des collectivités territoriales, je veux dire, je ne fais pas de distinction entre les sensibilités, les courants, etc. Parce qu'on sait bien, évidemment, que, en particulier dans les espaces métropolitains, la mouvance écologique a eu une forte retombée au niveau des élections municipales. Mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe sur le territoire, c'est vrai un peu partout. Bien. Je l'ai rapproché, d'ailleurs, anecdotiquement, mais peut-être pas tant que ça, d'une information qui a été mise en exergue ces jours derniers, qui porte sur l'évolution de la démographie française. L'évolution de la démographie française, c'est un niveau de natalité qui est le plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque, quand on regarde les chiffres, grosso modo, le solde naturel est tombé
environ 80 000 naissances supplémentaires, enfin un solde positif de 80 000 individus, et le solde migratoire est légèrement plus élevé, mais à peu près du même niveau. C'est nettement inférieur à ce que nous avons connu, évidemment, depuis les 30 Glorieuses et même après. C'est une décroissance complète. Alors finalement, on en vient à se poser la question, dans cette crise de l'offre, quelle est la part conjoncturelle, quelle est la part structurelle? Autrement dit, dans votre question, comment produire plus et comment produire mieux, ce qui me paraît aujourd'hui déterminant et susceptible de faire l'objet d'une réflexion parmi nous tous, c'est notamment comment produire mieux. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la question centrale, finalement, c'est l'appétence pour la production. C'est l'appétence pour les nouveaux programmes. Et de ce point de vue, je crois que l'époque où on pouvait dire on a besoin de logement social, il faut produire, etc., c'est une époque qui est un peu révolue. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'utilité pour telle collectivité concrète, l'utilité pour tel groupe humain, social, de réaliser telle ou telle opération. Par exemple, d'amélioration de centre-ville. Par exemple, d'amélioration de l'attractivité de telle métropole ou de telle agglomération par rapport précisément à une concurrence qui peut être une concurrence européenne ou mondiale, etc. Et donc, je pense qu'il faut aborder le sujet un peu différemment, en se posant la question non plus en termes purement quantitatifs, comment produire plus, mais en réalité en nous efforçant de donner du sens aux opérations que nous souhaitons voir développer, qui sont indispensables pour améliorer effectivement la production sur le terrain. Deuxième sujet, on voit bien que la tendance, de ce point de vue, est quand même un certain découplage entre les objectifs et les initiatives qui sont adoptées au niveau national, au niveau ministériel, qui fixent des objectifs ambitieux, qui sont repris d'ailleurs de manière à peu près convergente, à la fois par l'USH, par Action Logement, par la Caisse des dépôts, etc. Mais en même temps, on voit bien la difficulté qui est de transférer finalement ces objectifs nationaux en réalité locale, en réalité concrète. Et au fond, la question qui se pose, n'y a-t-il pas la place aujourd'hui pour produire plus et surtout pour produire mieux, une réflexion sur la répartition des compétences. Alors, par exemple, est-ce que, en termes de stratégie de logement, et je dirais même en termes de politique de logement, d'habitat, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est au niveau de l'État central que les orientations déterminantes doivent être fixées? Lorsqu'on fait ce constat de fond, c'est-à-dire en réalité une certaine divergence entre les orientations nationales, vues d'un point d'observation national, évidemment, il faut absolument relancer la production de logements sociaux, mais de production dans son ensemble de logements, pour arriver à atteindre des objectifs qui correspondent à l'intérêt perçu au niveau national. Mais cette approche-là n'est pas forcément convergente, congruente avec la somme de toutes les appréciations locales des collectivités territoriales. Alors, la question qui se pose, n'y a-t-il pas une réflexion à avoir sur la répartition des compétences? En d'autres termes, les axes fondamentaux d'une politique du logement doivent-ils toujours être déterminés au plan national? Ou peut-on envisager, par exemple, au niveau des régions, de prendre en charge des aspects fondamentaux de la politique du logement qui actuellement ne sont pas décentralisés? Bon. Et inversement, lorsqu'on estime qu'un certain nombre d'opérations sont d'intérêt national, je pense par exemple aux opérations liées à l'organisation du site des Jeux Olympiques, mais on peut en trouver bien d'autres dans la reconstitution de la structuration, par exemple, de nos grandes métropoles. Bien. Dans ces cas-là, ne faut-il pas inscrire ces opérations dans le cadre d'une opération d'intérêt national où l'État reprend en direct un certain nombre de prérogatives qu'il a déléguées, y compris l'attribution de permis de construire dans certains cas. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que les questions fondamentales portent sur ces sujets. Sommes-nous sur des tendances structurelles ou conjoncturelles? J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, nous sommes, qu'on se satisfasse ou pas, sur des tendances structurelles qui nous amènent à penser davantage la qualité plutôt que la quantité et à trouver d'autres arguments pour convaincre localement de la nécessité de lancer telle ou telle opération. Et deuxièmement, n'a-t-il pas corrélativement une réflexion à conduire sur une clarification des compétences selon qu'on est dans des opérations d'intérêt national
ou ce l'on connaît dans, je dirais, le droit commun de la politique de l'habitat et du logement. Ça, c'est ce qu'on appelle une introduction où tout le monde sera peut-être pas totalement d'accord, Catherine, il me semble. On fait un petit tour de piste pour savoir quelles sont les réactions des intervenants. On commence par vous, Nadia Bouillet. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, André. Je partage beaucoup de ce que tu dis. Je vais nuancer quelques propos sur le besoin de qualité. C'est évident. Et je pense qu'effectivement, en 2021, on est quelque part, il y a une évolution par rapport à 2020, notamment liée à la crise du Covid, avec deux évolutions majeures. La notion de travailleur essentiel, où on a bien vu les enjeux d'être proche de son lieu de travail, et donc avec beaucoup qui faisaient beaucoup de transport, donc on a un enjeu. Puis à l'inverse, pour beaucoup de personnes, de travailleurs, le télétravail qui s'est développé, et là en fait est apparu un besoin de reconquérir comment habiter son logement, et donc des choses qui étaient considérées comme des surfaces annexes, le balcon, le petit jardin, enfin c'est comme ça dans notre terminologie, deviennent essentiels en fait, et donc nous a amené à repenser cette qualité et à mieux construire. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un enjeu majeur et effectivement lié à cette crise de l'année dernière, donc qui nous amène à réfléchir comment concevoir des bâtiments de qualité. Là où je nuancerai un peu, c'est sur le quantitatif. On a encore, et je vais prendre l'exemple juste de l'Île-de-France, 750 000 demandeurs de logements sociaux, une liste qui s'allonge chaque année. Et là, il y a un besoin d'offres phénoménal, et même de façon générale, avec plus de 2 millions de demandeurs, on a des besoins. Alors après, est-ce que c'est un besoin d'offres abordables versus d'offres tout court? Mais je pense que là-dessus, on est attendu sur aussi la quantité. Et je trouve ça très intéressant, la notion de malthusianisme et de redonner du sens. C'est vrai que notre droit de l'urbanisme, il est un petit peu malthusien, puisque tout ce qui est interdit, c'est une interdiction ferme, et ce qui est autorisé, c'est peut-être. Donc en fait, c'est un premier facteur de malthusianisme. Et le deuxième, c'est que on a évidemment une décision locale de construire, donc il faut bien sûr expliquer le sens, mais on a aussi beaucoup de contraintes liées aujourd'hui à la situation aussi des collectivités territoriales qui peuvent emmener à freiner la construction, donc sur lesquelles il faut qu'on ait des leviers pour accompagner justement ces projets, parce que il y a besoin, même à population constante, avec le vieillissement de la population, le desserrement des ménages, de logements supplémentaires. Donc, il y a un enjeu aussi de quantité. Donc, voilà un petit peu ma réaction à chaud. Mais Et sur le sujet d'une politique régionale, c'est-à-dire qu'il y aurait deux aspects. Une politique nationale pour les grands projets, et puis la vraie, entre guillemets, la politique territoriale qui soit régionale. Quel est votre sentiment ? Aujourd'hui, on a déjà un droit de l'urbanisme qui est vraiment, je dirais, très territorial, puisqu'il est à l'échelle de la commune et de l'intercommunalité pour les collectivités qui sont rentrées dans des PLUI. Et puis, on a des opérations d'intérêt national. Les JO, c'est un bon exemple, d'ailleurs, de permis délivrés par l'État. Il y en a d'autres aussi qui fonctionnent dans ce mode-là. Donc, je pense qu'effectivement, dans notre droit de l'urbanisme, on a conçu des schémas et des opérations d'aménagement au niveau métropolitain et au niveau à différentes échelles. C'est vraiment c'est comment on fait rentrer, effectivement, on croise un urbanisme qui est décentralisé depuis le début des années 80 et des objectifs nationaux qui viennent, je dirais, qui s'imposent aussi à nous, puisque on a cet enjeu de construire des logements pour tous. Il y a cette question du droit des collectivités à user de leur territoire et en faire ce qu'elles souhaitent. Il y a la question de l'intérêt général. Et là, j'aimerais écouter Emmanuel Cos sur ça. Est-ce que tout ça, c'est compatible ? Ça devrait l'être en tout cas. Je veux dire, même quand on est élu local, ce que je suis par ailleurs, on agit pour l'intérêt général. Le suffrage universel, c'est ce qui vous donne comme mission. Après, je pense que beaucoup d'élus l'oublient. Et je pense que c'est une des questions aujourd'hui. Mais au-delà de ça, parce que André a pointé la question de l'ambition et de l'ambition chiffrée. Moi, je voudrais quand même rappeler que depuis 4 ans, il n'y avait plus d'ambition chiffrée. Et c'est quand il n'y a plus d'ambition chiffrée, quand même, que la production, elle baisse. C'est-à-dire que moi, j'ai été ministre d'un gouvernement qui avait affiché l'idée qu'il fallait au moins produire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Et après, on avait des financements qui étaient en deçà. Mais on le disait, on l'a dit pendant 5 ans. Donc et d'ailleurs, moi-même, j'ai dû rendre des comptes constamment auprès des journalistes, dont vous et d'autres,
sur pourquoi vous y êtes pas ou pas. En 2017, on dit on arrête ces chiffres. Mais ces chiffres, on les a pas écrits sur un coin de table, hein, contrairement à ce que j'ai entendu récemment. Il y a eu les états généraux du logement qui ont été faits en 2009-2010, dans mon souvenir, qui a réuni tous les acteurs du logement pendant 1 an. Et on est parti sur l'idée qu'il nous fallait au moins ça à l'époque. Aujourd'hui, personne n'a fait ce travail de savoir de quoi on a besoin pour de vrai. Et d'ailleurs, c'est pas de la construction neuve notamment, on parle de production, ce qui est un peu différent. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, et moi, de ce point de vue-là, je soutiens la ministre du Logement actuelle qui a annoncé qu'elle voulait 250 000 logements sociaux produits en 2 ans, c'est-à-dire 120 puis 130 000. On me dit que ces objectifs sont très élevés par rapport aux agréments actuels, c'est vrai, mais ils sont très bas par rapport à ce qu'on devrait faire, hein. On est toujours, et que ça soit l'USH, Action Logement, la Fondation Abbé Pierre et tant d'autres, on pense que pour répondre aujourd'hui à la demande du logement très social et social, il nous faut au moins 150 000 logements sociaux par an qu'on n'a pas. Donc quand même, moi je pense que l'ambition chiffrée, elle permet de se confronter à la réalité et d'assumer. Même si on l'atteint pas, donc. Mais vaut mieux pas l'atteindre. Enfin, il y a plein de choses qu'on n'atteint pas dans la vie et pourtant on s'est fixé des objectifs. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que dans le logement, on ait des objectifs absolument réalisables, alors que dans le reste de nos vies, on se met tous des objectifs et au final, on s'est des buts. Il faut accepter d'avoir des options et des buts. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je vois les élus locaux aujourd'hui, dont beaucoup qui m'expliquent, oh là là, je peux plus construire. Enfin, nouveau, 2020, je peux plus construire. Il y a des villes qui ont 200 000, 300 000 demandeurs, Paris, c'est 250 000 demandeurs de logement social. Dans plein de territoires, les gens, que ce soit en logement social ou dans le privé, c'est une bataille d'être bien logé. C'est une bataille d'avoir un chez-soi qu'on aime. Est-ce qu'on estime que ça fait partie? Pourquoi notre pays tout le monde devait vivre ça, alors qu'ailleurs, c'est pas le cas dans des démocraties européennes comparables? Quand même, ayons l'honnêteté de se poser la question. Il y a évidemment une dimension locale, mais quand même, il y a un moment, est-ce qu'on accepte au nom de l'intérêt général de répondre à la question nationale qui est comment on facilite les conditions d'accès au logement pour tout le monde. Et en plus, c'est pas qu'une question de réussite personnelle. Aujourd'hui, on a des analyses économiques qui nous montrent qu'il y a des territoires qui sont freinés en termes de recrutement d'un certain nombre de salariés pour ces raisons-là. On a des difficultés d'avoir des postes pourvus sur des bas salaires parce que les gens n'arrivent plus à se loger en métropole. On est obligé d'assumer ce débat-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je le vois bien, et parfois moi-même je joue un peu à la caricature dans cette histoire, mais voilà, il y a aussi aujourd'hui un débat entre ceux qui sont bien logés, qui vont décider comment ceux qui le sont plus ou moins bien devront être logés demain. C'est quand même ça le sujet. Il y a une lutte des classes par rapport à la place, en fait. Quelle est ma capacité à rentrer dans la ville et tout ça. Et donc, c'est aussi pour ça que les histoires d'ambition, elles se fixent. Après, ce que dit André sur la décentralisation de ces politiques du logement, moi, je le partage. Alors, aujourd'hui, c'est un objectif national qui est ensuite décentralisé. La question, c'est comment, il est vécu comme ça, mais surtout comment on responsabilise les territoires pour leur dire à vous d'aller vers ce résultat. Il y a des territoires qui souhaitent y aller, d'autres pas du tout. Mais on voit bien aussi qu'on a un état schizophrène sur l'application de la loi SRU. Ça fait 20 ans que la loi SRU explique. Au bout de 20 ans, comment est-ce qu'on peut accepter qu'il y a encore des villes qui n'ont même pas fait 5% de l'objectif? Je parle pas de celles qui sont pas au bout, mais il y en a qui étaient à 6%, qui sont au bout de 20 ans à 7%. Sincèrement, on peut s'interroger sur comment l'État a voulu appliquer ou non cette loi. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant si on peut poser le débat de la décentralisation pour responsabiliser les collectivités dans le nécessaire engagement de cette réussite. Encore faut-il qu'elles en aient envie. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, et je suis pas rarement pessimiste, mais là, c'est vrai que j'ai eu quelques discussions qui m'ont un peu glacée, c'est que je vois des collectivités qui considèrent que le logement n'est plus de leur responsabilité. Sauf que c'est elles qui ont le permis de construire. Et donc, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas depuis 3 ans, ça veut dire que on va le payer dans 7 ou 8 ans. Hein. Parce que là, on est quand même sur un petit nuage. Hein. Actuellement, on est en train de réceptionner les logements qu'on a mis en conception et en réalisation il y a 3-4 ans. C'était les plus hauts chiffres de la décennie. Moi, j'attends de voir ce qui se passe dans 2 ou 3 ans. Et là, d'un seul coup, tout le monde va être alarmiste. Donc, en fait, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. On voit bien aussi combien c'est difficile pour certains élus aussi par rapport aux... Ils ont été élus pour ne pas construire. Voilà, c'est souvent une demande de ceux qui vivent dans ces communes-là. Ok, mais l'intérêt général, si personne s'intéresse à l'intérêt général, on peut aussi arrêter. Hein.
Je veux dire, il y a un moment, déjà être élu, c'est toujours difficile. Donc, si on fait ça pour avoir de la facilité, on fait autre chose dans la vie, sincèrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont répondre à leurs demandeurs? Si un élu est vraiment honnête, qui vous raconte les permanences qu'il fait dans sa commune toutes les semaines. Le premier sujet, je connais pas un territoire. Les gens, quand ils sollicitent leur élu, c'est pour l'emploi, le logement. Ça a toujours été comme ça, et parfois la crèche et les écoles. Ça a toujours été comme ça. Donc oui, c'est difficile. Mais surtout, aujourd'hui, ne pas avoir une réflexion sur sa politique d'habitat au niveau municipal, c'est en fait ne pas rendre son territoire attractif à terme. C'est ça l'enjeu qui se pose. C'est que c'est pas juste, cette idée. C'est pas juste de bâtir ou tout ça, c'est que ne pas bouger les choses, c'est un moment, le territoire ne sera plus attractif pour accueillir de nouvelles populations. Et y compris, il y a des îles aujourd'hui qui ont des soucis parce que, par exemple, ils sollicitent des bailleurs sociaux parce qu'ils n'ont que des personnes âgées et qui n'ont pas de logement accompagné et adapté pour leur permettre de continuer à rester dans la commune. Donc, franchement, sur le logement, c'est pas en ne faisant rien qu'on va améliorer les choses, hein. Il faut le dire quand même. Après, c'est vrai que ça paye aussi les enjeux de ségrégation territoriale, des territoires qui sont spécialisés, par exemple, dans l'accueil des très hauts revenus. Ça marche plutôt, hein. On a quelques exemples en Île-de-France. Et donc là aussi, on peut s'interroger. Il y a aussi des idées de blocage qui ont été décidées par certaines municipalités qui ne sont pas forcément à très haut revenu et qui ont aussi décidé d'arrêter totalement la construction. Bien sûr, mais il y a quand même un sujet, c'est que les besoins sont pas partout pareils. Néanmoins, on voit que il y a quand même des besoins dans beaucoup de territoires. Moi, c'est vrai que j'essaie aussi de ne pas porter le terrain que sur la question des zones très tendues, parce que même on le voit là sur la ville moyenne, sur les centres-bourgs, on a aussi un problème d'habitat qui ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui. On n'habite plus comme il y a 50 ans, les formes familiales sont pas les mêmes, on a besoin de logements accompagnés, puis on a des gens qui veulent vivre dans le neuf et qui veulent pas vivre dans l'habitat ancien, même s'il vaut mieux réhabiliter pour des sujets carbone. Et voilà, on est obligé de prendre cette complexité. Mais c'est sûr que la facilité, en fait, c'est de ne rien faire, Pascal. Ça, c'est certain. À court terme, c'est cela. À moyen terme, en termes d'activité économique et d'enjeux sociaux, c'est agir. Et donc, le logement, on sait, c'est long. C'est-à-dire que les décisions qui ne sont pas prises aujourd'hui, on les payera un peu plus tard. La solution, c'est de travailler très en amont avec les élus, parce qu'on peut pas leur retirer le permis de construire, quoi qu'il arrive. Enfin, c'est toujours possible, sûrement. Je vais pas ouvrir tous les débats, mais aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce qu'on est au bon échelon pour discuter des permis de construire. Mais je pense que c'est un débat un peu autre. Oui. Un mot d'André Hichet, peut-être. Oui. Moi, sur le fond, je pense qu'on peut être très largement d'accord avec tout ce que Emmanuelle dit, parce qu'elle a à la fois l'approche terrain, son expérience ministérielle, etc. Néanmoins, le problème actuel, quand on va au fond des choses, c'est qu'on voit bien que l'annonce par un ministre d'un objectif dont Emmanuel rappelait qu'il était important pour fixer le cap, il a quand même pour effet, en quelque sorte, de transférer au ministre qui fait son annonce la responsabilité d'atteindre ses objectifs. Or, la réalité, c'est qu'il faut distinguer deux types de situations. Quand on est dans une crise de la demande et qu'il s'agit en réalité d'apporter les financements nécessaires pour permettre à cette demande de s'exprimer. Enfin, voilà. C'est ce qui s'est passé en 2020, à travers les plans de relance, d'Action Logement, le nôtre, etc. À ce moment-là, on peut considérer qu'il y a effectivement une responsabilité de l'État central à faire en sorte que le dispositif soit adapté. Quand on est comme aujourd'hui, dans une crise de l'offre, qui n'est plus une crise de la demande, on voit bien que les annonces d'objectifs au niveau ministériel ont pour effet de transférer la responsabilité au moins médiatique à l'auteur de l'annonce de ces objectifs, alors qu'en réalité, les leviers de commande sont sur le terrain. Et je suis complètement d'accord avec Emmanuelle quand elle dit ce qu'il faut, c'est responsabiliser ceux qui ont effectivement les leviers de commande. Et c'est la raison pour laquelle je pense que il y a une partie qui doit rester, mais totalement maîtrisée par l'État, y compris au niveau des permis de construire, ma chère Emmanuelle, pour permettre à l'État, sur des opérations d'intérêt national, eh bien, d'avoir ce moteur d'appoint qui permet effectivement d'avancer sur un certain nombre d'opérations prioritaires. Mais en même temps, il faut quand même responsabiliser toute la chaîne territoriale. Et je crois que d'un certain point de vue, demander aux régions, par exemple, d'afficher un objectif de production régionale et ensuite de faire la comparaison par rapport à ce que sont les besoins, etc., ce serait le moyen
d'engager une responsabilisation progressive du tissu territorial. Mais ouais, je suis d'accord. Il y a 10 ans, j'ai porté pour l'Île-de-France la création d'une autorité organisatrice du logement. Donc, j'ai porté ça au niveau de la région Île-de-France. J'étais la seule. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup prospéré d'un point de vue législatif. Donc, de toute façon, il faut qu'on ait les moyens d'un débat honnête et transparent avec les autorités locales. Parce que derrière les chiffres, on parle des demandeurs, mais il y a des gens. Moi, je veux qu'on arrête de parler que des dossiers. On parle de familles. On parle des gens qui travaillent à côté de nous. On parle de nos collègues de travail, comme. Et il faut aussi qu'on rappelle que derrière, il y a des existences qui sont broyées par l'absence d'un logement convenable par rapport à ses revenus ou à sa localisation. Ce qui fait la grandeur d'ailleurs du sujet qu'on évoque, c'est que ce sont des sujets qui concernent mais bien sûr. Tout le monde. Absolument. Et surtout ceux qui ont les logements les plus difficiles ou qui sont à la recherche. Catherine. Pour pallier, enfin pour essayer en tout cas de répondre à ces difficultés-là, il y a des initiatives, il y a des propositions. Je me tourne vers Karine Julien-Elkaïm pour parler un petit peu de CITAM, c'est ça, de ce travail que vous faites sur vos propres fonciers. Là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, parce que c'est à vous. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler, nous expliquer un petit peu votre démarche en la matière? Alors, c'est une démarche qu'on a commencée l'année dernière. Ce qu'on a voulu faire, c'est regarder effectivement notre propre foncier, puisque depuis, là, on parle de la crise, effectivement, des permis de construire, etc., qui est relativement récente. Mais depuis quelques années, en Île-de-France en particulier, on a une vraie problématique sur le foncier. Or, dans le groupe, nous, on est forcément propriétaires fonciers sur des emprises qui peuvent être assez anciennes. Et donc, quand c'était des constructions qui datent des années 60 ou des années 70, le logement n'était pas construit du tout de la même manière. Et donc, ce que nous, on a souhaité regarder, c'était sur notre propre foncier, comment est-ce qu'on pouvait réorganiser, en fait, le foncier qu'on a actuellement. Et on a une vingtaine de projets qu'on a identifiés. On a déjà 4 projets, on a été voir les maires, donc en Île-de-France. Et l'idée, c'est sur notre foncier de démolir une partie de notre propre patrimoine, de réhabiliter une partie et de reconstruire. Généralement, on reconstruit 2 fois plus que ce qu'on a, parce que c'est pas organisé pareil sur le foncier. Quand on regarde l'emprise foncière, 2 fois de plus en termes de logement. 2 fois plus en termes de logement. Et en fait, comme on s'est construit différemment, on n'a pas l'impression d'une densification, parce qu'on fait ça vraiment différemment. On fait de la résidentialisation, etc. Et c'est vrai qu'avec à peu près l'idée de démolir 2000 logements, nous, on a vu qu'on pouvait en reconstruire 5700 et en réhabiliter 2000 à peu près sur ces 21 projets. Donc, ce qui est important, c'est l'échange avec justement le maire et ses équipes. Puisqu'on parlait des permis de construire, quand on démolit et qu'on reconstruit, bah forcément, ça passe par des échanges avec les collectivités. Donc, nous, on travaille vraiment en amont avec les collectivités sur ces sujets-là. Et quand on reconstruit une partie sur notre patrimoine et on reconstruit aussi une partie ailleurs. L'idée, c'est d'essayer d'amener de la mixité, en fait, dans les opérations et de pas forcément reconstruire exactement la même chose que ce qu'on avait auparavant et d'intégrer un peu d'accession aussi. Parce que l'accession, c'est aussi un parcours à offrir aux locataires. Et donc, on essaie vraiment de travailler sur cette mixité. Et en parallèle, ce qu'on fait, c'est que là, on parle des collectivités, donc on va dire l'intérêt du maire. Mais ce qu'on fait aussi, c'est après la fin du Covid, nous, on a fait une enquête auprès de nos locataires pour savoir comment ils avaient vécu cette période et ce qu'ils auraient comme proposition pour améliorer leur habitat. Et donc, on a commencé à travailler sur ces sujets-là, puisqu'on a eu beaucoup d'idées aussi bien, on va dire, sur le bâti que sur les services aussi à offrir aux accédants et aux locataires. Et on travaille vraiment pour améliorer cet habitat. Certes, il y a le côté avoir des pièces un peu différentes. On a parlé du télétravail, mais le télétravail, c'est pas ce qui est forcément pour tout le monde. Qu'on est en train de regarder comment intégrer des tiers-lieux dans nos opérations pour pouvoir justement faire du télétravail, mais pas qu'à l'intérieur. Comment pour travailler trop chez soi, parce que tout le monde n'a pas envie de travailler chez soi. Travailler aussi, par exemple, sur tout ce qui est la climatisation naturelle, tout ce qui est les extérieurs, tout ce qui est le verre, tout ce qui est aussi les terrasses, les jardins partagés. Nous, on a beaucoup de jardins partagés, mais notre idée, c'est vraiment d'essayer de développer beaucoup plus de jardins partagés. Donc, cette notion justement de qualité, ça passe par tous ces éléments-là et les services aussi, puisque dans les services, on s'est rendu compte que pendant cette période de Covid, toutes les personnes âgées ou seules avaient beaucoup souffert et on essaie de mettre en place des services justement pour leur apporter un certain nombre de choses sur site, avec nos gardiens en particulier, parce qu'on a des gardiens qui sont très présents et on va vraiment essayer de donner une fonction un peu différente aux gardiens
pour créer ce lien social, parce que je vous rejoins tout à l'heure quand vous parliez des familles, et les familles, c'est des hommes et des femmes, et je trouve que c'est vraiment important de parler non pas que de l'enveloppe, mais aussi de parler ce qu'on peut offrir à nos locataires et aussi nos accédants. Ce qui me permet de faire le lien directement avec la proposition que fait un promoteur privé, pour le coup, qui est REI Habitat, qui travaille sur ces usages, sur ces espaces partagés. Caroline Delgado. Comment on accompagne les gens dans leur logement pour y travailler quand il n'y a pas de tiers-lieu à proximité, mais aussi comment dans des usages communs à l'extérieur, ils vont pouvoir justement partager des espaces qui font qu'ils seront en proximité vraiment très très courte et qui pourront avoir des usages qui sont complémentaires à leur logement. Ça participe aussi des balcons, ce que vous disiez, qui sont aussi très importants pour ce type de choses. Moi, je pense aussi que là, on parle de construire mieux et construire plus. Construire mieux, c'est évidemment l'attente de chacun, d'autant plus après, ou pendant, mais je sais pas si on peut dire après encore. Pas sorti encore. Mais en tout cas, on voit que les gens se sont posés aussi beaucoup d'interrogations. Comme vous dites, il y a des retours sur qu'est-ce qui leur a manqué ou de quoi ils auraient besoin, la lumière, le bruit, les espaces extérieurs. Je pense que c'est aussi très important d'apporter des services de proximité, comme vous l'avez dit, mais aussi d'insérer les projets dans la ville. Et c'est vrai que chez REI, on travaille depuis de nombreuses années sur des ateliers participatifs où on co-conçoit les espaces qui sont au pied des immeubles, en rez-de-chaussée, et qui sont aussi au service d'autres habitants qui sont à proximité. C'est aussi une façon de travailler avec les élus et d'apporter finalement des projets qui soient plus acceptables et finalement qui soient mieux appréciés par les élus. Et je pense que ça, c'est finalement des projets qui réconcilient en fait ce qu'on est un peu en train de se dire sur la façon dont on peut les insérer dans la ville. Je pense qu'il y a quand même un sujet qui est très important aussi, et vous l'avez dit, c'est la proximité. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans le périmètre de leur logement. Et cette proximité, je trouve qu'elle a lieu aussi dans les interrogations des gens sur la façon dont ils consomment, que ce soit de la nourriture, mais aussi de la façon dont ils consomment les logements. Et c'est donc aussi important pour eux maintenant de savoir quel type de logement et quel est l'impact de la construction du logement sur la planète. Et donc, quel est leur impact, aussi bien qu'ils peuvent aussi se poser la question aujourd'hui dans les transports et dans le fait de plus aller travailler tous les jours, justement, pour réduire ce type d'impact. Je pense que l'économie circulaire a aussi un rôle très important à jouer dans l'acceptabilité des projets et dans la façon dont ils pourront être réalisés, parce que finalement, c'est aussi une façon de faire travailler des gens localement, mais aussi de récupérer de la ressource locale. La production de logements, enfin même de tous les bâtiments en France, produit beaucoup de déchets. Donc on travaille nous aussi beaucoup sur la façon dont on peut réutiliser une partie des déchets de façon à faire du réemploi et à la fois, encore une fois, faire de l'emploi local, mais aussi bénéficier de ressources qui est déjà là et qui permet de pas faire venir de la ressource plus lointaine. Un système vertueux, quoi. Exactement, un système vertueux. Et finalement, ce système vertueux, c'est important pour nous d'imaginer qu'il puisse aussi avoir un impact sur le construire plus, parce que le construire plus, ce que vous disiez, c'est que le nerf de la guerre, c'est finalement le foncier. C'est la façon dont on peut produire des logements et aussi se poser cette question justement de comment la qualité est compatible avec la quantité. C'est aussi un impact des pouvoirs publics de se dire, à un moment, on privilégie effectivement le fait que le foncier, c'est pas forcément celui qui sera vendu le plus cher, mais il intègre aussi une dimension environnementale et il va permettre à un projet de sortir parce que il aura intégré des éléments qui seront vertueux et donc un impact positif pour la ville. Et je pense que ça, pour les élus, c'est quelque chose aujourd'hui de très important. Dans la chaîne du logement, on parle logement social, on parle logement libre. Il y a la place importante de plus en plus occupée par les institutionnels. Et eux, comment est-ce qu'ils regardent ça et qu'est-ce qu'ils en pensent et comment eux peut-être peuvent aider aussi, peuvent contribuer. On a CDC Habitat, on a INLI, enfin Action Logement. Christelle Villotte, vous qui les connaissez bien. Alors déjà, on peut les remettre au milieu du débat parce que vous avez énoncé plein d'aspérités et plein de granularités qui caractérisent bien le marché résidentiel français. La part de l'investisseur privé ou parapublic aujourd'hui sur le logement intermédiaire et libre représente un peu plus de 5,5 milliards. Sur les 10 dernières années, on a multiplié par 5 leur implication. C'est très bien. Est-ce que c'est suffisant? La question peut se poser. Effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, après vous avoir écouté et par rapport à mes propres observations et les observations de mes confrères, on a envie de parler de simplicité, de mobilité, d'accessibilité. Comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, outre la pénurie de logements, c'est surtout l'accessibilité au logement qui est compliquée. On est quand même un des rares pays où on n'arrive pas à se loger et donc on n'a pas non plus cette mobilité économique parce que la réelle interrogation, c'est comment faire.
Comment pouvoir se projeter par rapport aux pays anglo-saxons où on arrive avec un chèque ou un virement, on arrive dans une offre meublée ou vide extrêmement facilement parce qu'on a un équilibre aussi des rapports en force. On a une incertitude fiscale concernant donc les investisseurs internationaux, nationaux ou sociaux. On a également un besoin de mobilité sur le parcours résidentiel, que ce soit au sein de vos établissements, que ce soit également de par cette difficulté d'accessibilité au sein du parc locatif. Les investisseurs nationaux ont perdu 5%, ce qui paraît peu, mais ce qui est juste énorme sur le parc locatif. Et je pense qu'on a besoin de restaurer cette position. Et ça tombe bien puisque les investisseurs aujourd'hui sont revenus sur le marché de façon extrêmement forte, avec également un point de vue socialement responsable. Aujourd'hui, vous n'avez pas un investisseur institutionnel qui regarde l'acquisition de logements sans aller chercher une performance environnementale, mais également, comme vous le disiez tout à l'heure, également un cercle vertueux dans la façon de construire, le chantier propre, l'évacuation, les ressources de proximité. Et tout cela apporte, je trouve, un nouvel élan. Il est important de construire mieux, construire différemment, construire également en fonction des usages. Vous le disiez, cette année, on a été confronté à quelque chose qu'on ne connaissait pas. On s'est adapté plutôt bien. Et on a besoin aujourd'hui de modularité, de pouvoir prendre possession également des espaces communs, nos immeubles qu'on a délaissés. On a besoin de pouvoir utiliser peut-être ces toitures terrasses qui aujourd'hui, en dehors de VMC, n'accueillent absolument rien, de jardins d'agrément et non collectifs, mais également parfois en sous-sol semi-éclairé, pourquoi pas de postes de télétravail quand on n'a pas la possibilité au sein de son habitat de pouvoir s'isoler en dehors d'une salle de bain ou d'un coin dans la cuisine pour pouvoir travailler. Donc tout ça me fait penser que dans cette pandémie, dans cette crise que l'on vit, on peut trouver des solutions ensemble. Aujourd'hui, on a une obligation par rapport à la loi SRU de comporter sur chaque programme une partie sociale, une partie intermédiaire. Quand est-ce qu'on va pouvoir essayer de soulager aussi les promoteurs? Parce qu'aujourd'hui, on a, on a une exactement, mais aussi d'accessibilité au crédit. Aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui ont besoin, qui ont envie de se positionner à vos côtés sur du moyen et du long terme. Enfin, ils sont revenus pour durer. Et c'est important aujourd'hui, je pense, qu'on y réfléchisse ensemble et pas de façon individuelle. Vous souhaitiez réagir, Nadia? Oui, je pense que c'est très intéressant ce que vous dites. Effectivement, les moyens sont là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un retour des investisseurs institutionnels, en tout cas une appétence sur le résidentiel. Il y a également des moyens importants mis en place pour le logement social. Évidemment, ce qu'on a mis en place là au niveau d'Action Logement, notamment pour les 2 prochaines années, et contribuer à cet objectif de 250 000 logements sociaux, mais aussi un certain nombre d'outils et de moyens à côté de ces outils. Je pense à la foncière de transformation immobilière pour appuyer des opérations publiques et privées de transformation de bureaux en logement. Donc les outils sont là. Les résultats sont encore assez forcément limités. Écoutez, il y a déjà 133 000 mètres carrés d'identifiés de bureaux en à peu près 8 mois. Je pense que c'est pas mal. Donc ça fait identifié et puis contractualisé pour la plupart. Donc je pense que en termes de là, ça va avancer, du nombre de logements, on est vraiment dans les objectifs et puis ça va se tenir. Donc les outils sont là et maintenant on a cet enjeu de je dirais de la conviction de construire et donc de débloquer, on va dire, l'offre, quoi. Et je pense que ça, on partage ce constat. Après la question, c'est comment vous, collectivement, de la transformation de bureaux en logement. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. On sent bien que dans des grandes métropoles, c'est un vrai sujet éventuel. On est au cœur de Paris là, pour cette discussion. On voit bien qu'il y aurait des endroits où ça serait possible. Mais est-ce que c'est pas toujours un peu difficile? Ça a été longtemps un serpent de mer. Est-ce que ça va vraiment déboucher? Le problème, c'est qu'on brandit ça. Enfin, on parle de complexité d'un problème complexe qu'appelle des réponses complexes et il n'y a pas une solution.
Bien sûr. Non, mais c'est ça. Évidemment que, enfin, moi, en tant que bailleur social, j'adorerais transformer tous les jours des bureaux en logement. Il y a juste une différence entre transformer ce qui va nous entourer ici, qui est en fait conçu comme du logement, qui a été transformé en bureau, puis qui est revenu en logement. Et par mais qu'on exemple, ne fait quand même pas beaucoup. Et qu'on fait pas beaucoup, y compris parce que vous le connaissez, la fiscalité française, même un bureau vide rapporte. Et ça, tant qu'un bureau vide rapporte, tant qu'il n'y aura pas un changement de la fiscalité, on n'y arrivera pas. Mais par ailleurs, à la Défense, il y a des bureaux vides aujourd'hui. La Défense n'est pas un quartier enclavé. La Défense a toutes les aménités pour y vivre. La question, c'est est-ce qu'on veut vivre la hauteur? Et moi, est-ce que, par exemple, demain, en bailleur social, je pose la question à Nadia, est-ce qu'on a envie d'avoir des logements dans de la hauteur? C'est des questions qui sont bien plus compliquées que seulement... Avec une belle vue sur tout Paris, oui, mais moi, je voilà. serais pas contre. Non, mais ça pose des questions. Est-ce qu'on y vit bien? Et y vivre n'est pas exactement la même chose que travailler. Un IGH, ça se gère pas de la même manière, etc., etc. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, mais en fait, moi, je ne veux pas, qu'on arrête de nous proposer des solutions miracles. C'est comme un autre sujet, on vous dit, vous réquisitionnez les logements vacants. Ça se saurait si les logements vacants étaient tous disponibles là où on en a besoin. Voilà. Je pense qu'il faut, et après, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et moi, je pense que une des craintes qu'on a certains d'entre nous sur le retour des institutionnels, que je trouve plutôt très intéressante, c'est la question de la surenchère. C'est-à-dire que, et oui, non, mais il faut quand même le dire. C'est que, par exemple, en tant que bailleur social, il nous arrive maintenant, nous, de perdre des opérations parce qu'en fait, les institutionnels mettent juste un tiers beaucoup de plus cher. Et oui. Et oui. Mais c'est pour ça que peut-être il est possible, par une concertation et par un mouvement d'ensemble, de penser, alors excusez mon accent anglais, le build to rent, qui existe absolument partout, mais pas en France. In French, donc, the le translation. construire pour louer, mais pour louer privé, parce qu'il n'y a pas que, on a aujourd'hui 70% des ménages qui sont éligibles au logement social. Moi, je trouve ça aberrant. C'est beaucoup trop. Mais parce que on a le vrai logement, enfin le vrai logement social. On a des personnes qui ont réellement besoin des organismes sociaux pour pouvoir justement habiter à côté de leur lieu de travail. Mais on a aussi plein de personnes qui se reportent sur le logement social parce qu'aujourd'hui, leurs dossiers ne sont pas acceptés sur le marché locatif classique. Et ça, c'est anormal. Enfin, notre conception française du logement social, c'est quand même une conception universaliste, c'est-à-dire que contrairement aux pays anglo-saxons, le logement social, c'est pas le logement des très pauvres, c'est le logement de la classe moyenne basse française. Donc, c'est un choix. Nous, on assume en tant que bailleurs sociaux de loger des gens qui n'ont pas de revenus du tout, jusqu'en gros aux gens qui ont un SMIC et demi. La grosse question, c'est de savoir pourquoi le logement privé, pourquoi est-ce que ça serait seulement le parc social qui devrait assumer cette ambition sociale, et le parc privé qui est par ailleurs très aidé en France financièrement. Donc il est aussi rapporte beaucoup de l'État. Comment? Il rapporte beaucoup. Il rapporte beaucoup, mais il aide aussi beaucoup. Ce que je veux dire, enfin, on rapporte beaucoup à l'État et nous sommes aidés aussi pour ça. Mais on peut aussi demander au parc privé d'avoir une vocation sociale. Mais certains le font. Et je sais, vous avez des fonds qui ont été créés justement. Le parc social de fête aussi. Oui, ça l'est de plus en plus. Tous les investisseurs ne cherchent pas à tirer meilleur profit de notre marché qui se porte bien. Il faut bien le dire. Ça, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il faut le mettre aussi en avant. C'est-à-dire que mais certains y pensent et certains le font et ont déjà une politique de loyer qui sont dans la moyenne et qui vont pas jouer du loyer majoré ou bien, sans parler bien sûr des surpassements de loyer. Ça, c'est certain. Sachant que souvent les institutionnels ont tendance à respecter quand même assez rigoureusement la réglementation qui est parfois un peu complexe, soyons honnêtes. Mais pas comme les bailleurs sociaux. Oui, bien sûr. On est contrôlé et sanctionné sur le comme les bailleurs sociaux. Et ils le font de bon cœur, d'ailleurs, et c'est pas eux qui ont envie de contourner la loi. Mais même les fonds internationaux qui sont en train de se positionner de façon assez massive sur le marché national ne veulent absolument pas outrepasser ou jouer avec la loi. Ils s'y confortent plutôt bien. Ce segment-là, il est en développement avec plusieurs acteurs sur le marché. Et là, la bonne nouvelle de 2021, c'est qu'a priori, il n'y a plus la procédure d'agrément du logement intermédiaire. Donc, ça va permettre aussi peut-être de faciliter ce développement. Donc, je pense qu'il y a ce besoin. Et même dans le social, il y a aussi, je veux dire, il faut pas opposer le social et les investisseurs, puisqu'il y a des opérations. C'est pas la majorité, c'est à peu près, moins de 10% de nos opérations, mais qui sont
ce qu'on appelle en démembrement, avec aussi un partenariat entre un investisseur privé et puis un bailleur qui va exploiter l'immeuble pendant une vingtaine d'années. Donc, c'est des formes intéressantes qui sont pas forcément aujourd'hui faciles à monter, hein, d'ailleurs, parce que on n'a pas toujours ces agréments. Donc là aussi, il y a plusieurs formes qui sont possibles et je pense qu'il y a moyen de pas opposer. Puis quand Karine parlait de la refabrication foncière, on fait venir aussi sur ces quartiers sociaux des logements privés. Donc je pense que ça aussi c'est des beaux partenariats. Dans la loi d'ailleurs c'est tout à fait possible. On peut même avoir des sociétés communes, hein, qui se montent. Donc je pense que on a pas mal de pistes de solutions à cette crise de l'offre. Il faut réussir après à bien mettre autour de ça toute l'économie circulaire que ça peut apporter, le projet urbain et humain qui est derrière, c'est ça important. D'autant plus aujourd'hui. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a quand même des pistes. Vous voyez, c'est qu'on n'est pas totalement, même si Emmanuel Cos n'est pas toujours optimiste à 100%, mais l'est-on jamais à 100%. Elle est volontariste. Mais voilà. Mais en même temps, il y a quand même. Je pense qu'autour de la table, on manque pas d'idées. J'ai l'impression, et ça, c'est quand même extrêmement rassurant pour un journaliste qui observe un secteur et qui se dit, mon Dieu, tout n'est pas perdu, fort heureusement. Alors, André Richer, on va peut-être vous laisser la conclusion, puisque vous étiez en minorité aujourd'hui, oui. Et vous étiez notre grand témoin. Après cette table ronde, nous n'avons pas réussi à résoudre tous les problèmes, mais on a bien senti qu'il y avait beaucoup de pistes. Non, ce qu'il faudrait, c'est doubler la durée de la table ronde. Ce serait déjà ou en faire une autre. une On en fera une initiative autre. Qui permettrait peut-être d'avancer dans la résolution des problèmes. Je vais pas faire de synthèse, tellement de choses ont été dites, c'est pas ça le sujet. Pour reprendre malgré tout une question qui me paraît assez essentielle, qui est celle des investisseurs institutionnels et de leur appétence effectivement très forte, y compris les internationaux, pour revenir sur ce marché. Deux remarques ou trois remarques là-dessus. Premièrement, il est clair que le retour est quand même assez essentiel compte tenu d'un certain tassement des opportunités effectivement d'investissement privé de personnes physiques. Bon, et dans les opérations, l'essentiel des opérations d'habitat aujourd'hui, elles sont mixtes, c'est-à-dire que si on veut développer le logement social, par exemple 250 000 logements sociaux sur 2 ans, 250 000 logements sociaux sur 2 ans, ça signifie tout simplement de l'ordre d'au moins 800 000 logements au total, et plus probablement entre 800 et 900 000. Ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, je pense pas que les institutionnels, en réalité, ils soient inflationnistes. Ils sont même plutôt le contraire d'inflationnistes. C'est-à-dire que de toute façon, ils ont des normes qu'ils appellent les metrics de rendement. Et ces normes de rendement font que de toute façon, il y a une contrainte à la baisse sur les prix. En tout cas, les prix sont maîtrisés nécessairement pour entrer dans ces tranches-là. Ça, c'est l'expérience de quelques années de logement intermédiaire et abordable depuis maintenant pratiquement 2015-2016. Bon. Dernier point, ce qu'il faut bien voir dans l'appétence des investisseurs institutionnels, notamment étrangers, pas uniquement, mais notamment étrangers, sur le marché français, c'est sa démographie. C'est-à-dire le fait qu'on a une démographie qui est encore la plus élevée en Europe, avec des opportunités. C'est la raison pour laquelle, en introduction, je soulignais quand même qu'il faut garder un œil sur les évolutions démographiques, parce que dans la durée, dans une perspective non plus conjoncturelle mais structurelle, c'est un facteur qui peut venir peser considérablement, à la fois sur la perception extérieure du marché français, finalement, de l'avenir de la France, au fond, et sur notre capacité à produire. Dernier point, là, je constate que nous parlons tous beaucoup de demandes. Nous parlons peu d'actions sur l'offre, parce que les investisseurs institutionnels et les sociaux, ils pourraient certainement aujourd'hui, avec les moyens dont ils disposent, les prêts de haut de bilan, les prêts participatifs, actions logement, etc., ils pourraient produire davantage. Les investisseurs institutionnels, ils seraient prêts à venir de manière beaucoup plus importante, sous réserve qu'effectivement on trouve une offre de qualité à due proportion de ce qu'est la capacité d'investissement. Donc on voit bien qu'on est malgré tout autour de cette problématique centrale qui est comment, dans les circonstances actuelles, et qui risquent peut-être de durer pendant quelques années, ça c'est à peu près sûr, agir non seulement sur les moyens de financer, sur les moyens d'investir, mais sur l'offre. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je reviens quand même sur une idée importante, tout ce qui a été dit sur la notion de qualité.
est totalement pertinent. L'impact du Covid, les tiers-lieux, etc., tout ça, c'est fondamental. Mais il y a une dimension que nous devons, je le dis franchement, sans doute davantage prendre en considération, c'est le sens de nos projets pour les collectivités territoriales elles-mêmes et pour leurs élus. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, directs, et je rejoins complètement Emmanuelle sur ce qu'elle a dit, le point de blocage dans le développement de l'offre, il est là. C'est-à-dire qu'il faut que la collectivité, à travers ses élus, à travers ce courant malthusien qui a tendance à dominer un peu la société française, et les élus ne sont jamais que la représentation de la société française, il faut que nous soyons capables de donner un sens à la fois en termes d'urbanisme, en termes d'architecture, de qualité architecturale, mais également en termes d'urbanisme, aux opérations que nous voulons faire. C'est la raison pour laquelle faire du logement aujourd'hui, ça n'est plus pour faire du logement. C'est pour, premièrement, par exemple, aménager les centres-villes. Un point très important. C'est aussi pour rénover des copropriétés dégradées, etc. C'est le moyen, en quelque sorte, entre guillemets, de vendre des opérations à des élus qui, sans ça, risquent, poussés par leur opinion, être un peu réticents, en quelque sorte. Ce qui veut dire que, fondamentalement, je pense qu'on est en train de passer dans une situation où l'urbanisme, l'architecture vont retrouver beaucoup leurs droits, pour être capables, effectivement, non pas de mettre l'accent sur ces objectifs quantitatifs vendus au plan national et dont on voit bien que les collectivités territoriales sont reluctantes pour les mettre en œuvre, quoi qu'elles en disent. C'est la raison pour laquelle moi je serai assez partisan de mettre chacun devant ses responsabilités en évitant de masquer derrière un objectif national, finalement, les insuffisances territoriales qui peuvent se révéler ici ou là. Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités en affichant les objectifs qu'il assume dans son périmètre de compétences territoriales. Ça me paraît être un rapprochement entre la médiatisation et la réalité. Voilà. Et deuxièmement, nous, de notre côté, collectivement, je pense qu'il faut penser habitat au sens large. C'est-à-dire, l'habitat, c'est aussi la transformation de l'environnement pour permettre la vie et les activités. C'est ça la définition. C'est pas le logement, c'est quelque chose de différent. Et donc, je pense qu'il faut s'inscrire dans cette perspective-là pour être capable d'apprendre à mieux vendre, en quelque sorte, tout ce qu'on a dit. Et de ce point de vue, il y en a pour tout le monde. Je veux dire, je pense que, par exemple, dans la communication sur l'impact économique de nos activités, nos amis de la Fédération du bâtiment ou autres, manquent parfois un peu de hauteur de vue, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que, bien sûr, tout ça, c'est des emplois. C'est du plan de charge, c'est très important, surtout par les temps qui courent. Mais c'est aussi l'attractivité d'une agglomération, l'attractivité d'une ville. C'est-à-dire, c'est quelque part la productivité globale des facteurs de production d'une ville qui est impliquée par notre capacité à réaménager le milieu. Voilà. On pourrait en parler pendant des heures, mais je crois que ça pourra faire l'objet d'une nouvelle relance. Absolument. Et puis on va, je trouve qu'essayer de faire rêver, en tout cas de mieux faire comprendre tous les enjeux du logement, je crois que c'est un objectif que nous partageons tous et toutes autour de cette table. Merci mesdames, merci monsieur, et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour les prochains trophées logement et territoire. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sans masque.